Alors, pour me présenter succinctement, donc je suis un ancien médecin militaire. J'ai été médecin d'unité pendant presque 4 ans, médecin des élèves à l'école de l'air et l'école militaire de l'air. Puis ensuite, j'ai épousé une carrière en anesthésie-réanimation qu'actuellement je poursuis. J'ai quitté le service de santé des armées comme médecin d'active en 2014 et maintenu un engagement au moins jusqu'en 2020, jusqu'à la prochaine sollicitation, en souhaitant qu'il n'y en ait pas. Une expérience de l'opérationnel qui vous sera illustrée lors de la deuxième partie de l'exposé, notamment avec l'Afghanistan. Là, je vous ai mis 2 jolies photos. Le pont de Mostar avant qu'il ait été reconstruit avec les subsides de l'Europe. Sur la partie, je suis désolé, je n'ai pas de pointeur. Hein. Et sur la partie droite en haut, vous avez la ligne de confrontation à Mostar entre les Croates et les Bosniaques. Une part importante de mon activité professionnelle a été consacrée à l'enseignement et à la préparation opérationnelle santé, que j'ai pu démarrer en 1997 sur Bordeaux et que j'ai considérablement réalisé sur l'hôpital de Metz où j'ai exercé pendant 14 ans. Là, vous avez des photos d'exercice et des photos du temps réel. On en reparlera un tout petit peu sur une partie de l'exposé. Ah, j'ai fait une connerie. Alors, si vous ouvrez sur la page internet, la page du service de santé des armées, vous allez tomber sur ce panorama qui résume les activités du service de santé des armées, donc un certain nombre de missions, les missions régaliennes au profit des forces, une partie expertise au profit de l'expertise, l'aptitude des personnels à servir dans les armées, une partie qui est une partie réponse au temps de crise, qu'on va évoquer assez longuement pendant nos échanges, et enfin une partie au profit de la santé publique, la partie hôpitaux militaires qui a considérablement été diminuée du fait de coupes budgétaires successives ces dernières années. On abordera un certain nombre de points sans qu'il y ait de tabou. Voilà, donc peut-être trouverez-vous mes propos iconoclastes. La mission du service de santé, c'est de préparer les personnels à prendre en compte les blessés au plus près des combats. Ça, c'était la doctrine jusqu'à ce que nous envisagions, du fait notamment du conflit en Ukraine, d'autres modèles. On va en parler. Globalement, le service de santé des armées a vu ses doctrines de fonctionnement modelées par l'environnement des combats auxquels il a été confronté. Et donc forcément, comme la guerre évolue, la doctrine santé également a évolué. Et la dernière évolution, c'est évidemment ce qui se passe sur le conflit ukrainien. Le travail précessif qui a mené à structurer la façon de fonctionner a amené à la synthèse d'un document auquel j'ai contribué, qui est le sauvetage au combat, qui donne les éléments de prise en charge d'un blessé en situation. Ce document est un document pivot qui sert à titre civil la doctrine de la prise en charge des blessés dans les circonstances d'attentat. Donc en fait, c'est le document qui a servi de référence au Conseil national hospitalier pour former les équipes de sécurité civile, les équipes du ministère de l'Intérieur et les SAMU à prendre en compte des blessés dans une situation d'attentat. Globalement, le service de santé a évolué en fonction de la pression liée aux conflits successifs et donc un certain nombre d'impléments au fur et à mesure du temps. Alors, est-ce que j'ai un... Le pointeur, c'est lequel? Le pointeur, c'est celui-là. Ok. Et on va la voir évoluer au fur et à mesure de l'exposé. Non, c'est pas bon, donc on va travailler à 2. La première évolution que j'ai pu vivre en tant que médecin militaire est l'évolution liée à la première guerre en Irak, qui a amené à des modifications de doctrine. L'enseignement que j'ai suivi quand j'étais étudiant était un enseignement en lien avec les expériences passées, notamment l'Indochine et l'Algérie.
et peu de choses entre-temps, jusqu'à ce que nous soyons confrontés à la problématique de ce qui devait être la 3e ou la 4e armée du monde en Irak. Et donc un certain nombre de points ont été rediscutés et ont amené à des modifications de doctrine et surtout de matériel qui nous a amené à acheter et mettre en place des dotations pour la prise en charge de brûlés, l'achat de systèmes de maintien pour les blessés, les barquettes Fernou, donc tout un rééquipement de notre armée avec des moyens modernes à l'époque. Donc c'est une première vague de modifications. Vous avez sur la photo là. Pourquoi les brûlés? Parce que, comme vous voyez, dans les conflits modernes, ça fait partie de la typologie des blessés qui est assez fréquemment rencontrée. Là, c'est une photo. Je vous ai mis des choses relativement sympathiques. Hein. Je ne vous ai pas mis des photos du musée des horreurs. Donc, c'est une photo de l'autoroute de la mort entre Kuwait City et Bagdad, où les forces américaines, les Apaches et les Thunderbolt 2, ont réalisé du tir au pigeon sur des milliers de soldats irakiens et des centaines de véhicules. Pour vous montrer que les choses évoluent, encore que, on a longtemps considéré, du moins pour ma génération, la génération précédente et la génération suivante, que la Croix-Rouge nous protégeait d'un certain nombre de désagréments. Et vous voyez dans les années 2000 la matérialisation du bouclier de la Croix-Rouge sur les véhicules ambulances blindés, qui, lors de l'engagement en Afghanistan, puis évidemment au Sahel, a été considérablement modifié. Alors quand même, il ne faut pas avoir la mémoire trop courte et se rappeler, pour ceux qui ont regardé les films de Eastwood, hein, sur le film Iwo Jima, vous avez une description de la façon de prendre en compte les troupes américaines lorsqu'elles vont débarquer, les Japonais désignant 2 cibles prioritaires, le porteur de la radio et celui qui a une croix rouge sur le casque. Donc on est revenu à ces modes de fonctionnement. Donc globalement, un acteur santé, c'est quelqu'un qui va être ciblé par les personnes, les assaillants, les personnes que nous avons face à nous. Donc on a vu disparaître des véhicules, les Croix-Rouges, ce qui est quand même relativement illusoire, hein, puisque même si la Croix-Rouge est disparue, on arrive très facilement à repérer une ambulance blindée à sa tour de réfrigération qui est ici. Et donc malgré la disparition des Croix-Rouges en Afghanistan et au Sahel, un certain nombre de véhicules ont été ciblés et donc ont sauté, avec des blessés et des morts à la clé. Globalement, le ratio des pertes sur le personnel santé est nettement au-dessus de celui du grenadier voltigeur. Donc il y a eu plus de blessés et de morts parmi les soignants que parmi les troupes au contact. Je suppose que je vous apprends quelque chose. Ce qui a amené à une réflexion de fond en 2012 avec un plan d'action de l'inspecteur du service de santé des armées de l'époque, et qui était un ami proche du chef d'état-major des armées, et la mise en place d'un corpus permettant un enseignement suffisamment musclé pour préparer les éléments santé à ce qui est leur métier actuellement, et donc à apprendre à être des combattants. Donc on ne demande pas à un médecin ou à un infirmier d'être un grenadier voltigeur, mais pas loin, puisque dans le cursus de formation initiale des médecins et des infirmiers, l'objectif initial sur les 2 premières années de scolarité était de les amener à l'occasion de stages de formation à avoir un niveau de chef de groupe. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, ça va vous parler. On n'en est quand même pas tout à fait là, mais l'idée est quand même relativement pertinente. Donc il y a eu une vraie bascule, puisque même si quand j'ai suivi mon cursus de formation, j'ai eu un apprentissage du métier des armes, il était relativement limité. Et donc la bascule en Afghanistan nous a amené à un niveau d'imprégnation de l'ambiance tactique complètement différente. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure quelques photos relatives à mon opération extérieure en Afghanistan. Il a fallu que j'apprenne à me servir d'un fusil d'assaut, enfin, et un certain nombre d'autres choses qui, pour moi, quelques années avant, étaient totalement inconcevables. Par ailleurs, au moment de l'engagement en Afghanistan, et surtout après le drame d'Ouzbin, un certain nombre d'actions clés ont été mises en place, et
Une préparation santé des équipes médicales lors de manœuvres, intégrées avec le régiment pour lequel il y a une projection était prévue, donc des manœuvres à la fois tactiques et également de la prise en charge de blessés simulés en amont, de manière à préparer les équipes à bien faire leur travail. Il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place avec un travail de simulation. Là, vous avez un exercice réalisé à Alfusco, donc tout à côté, en 2008, le premier stage de médicalisation hostile réalisé sur Alfusco, pour l'apprentissage de la méthodologie de prise en charge des blessés de guerre, qui s'appuie sur un acronyme barbare que je vous ai marqué ici. Globalement, on s'appuie sur une méthodologie anglo-saxonne qui a été reprise à notre sauce en fonction de la manière de travailler des forces françaises. Un ensemble d'enseignements assez pertinents, puisque globalement, les pertes et la gravité des blessés qu'on a pu ramener vivants, alors vivants, hein, je n'ai pas dit que ces blessés étaient socialement faciles à intégrer. Hein, quand vous avez perdu 3 ou 4 membres, que vous avez une colostomie à demeure, il est bien évident que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais le message qui a été renvoyé, c'est on va vous soigner avec ce qui se fait de mieux, on vous ramènera vivant et on vous rendra à vos familles. Ce qui est un message fort, qui bien sûr est un message qui a été dicté par le politique, car si on ne soigne pas, si on ne ramène pas les soldats vivants, ben le soldat il refuse de monter dans l'avion. C'est aussi simple que cela. Au moment de l'engagement au Sahel, nos politiques étaient très très inquiets. Hein. Et quand je suis parti en Afghanistan, sur un mandat, le commandement était très inquiet de la façon de se comporter du 27e BCA, qui n'était pas certain d'amener sur le théâtre. Donc si vous voulez, il y a des échanges avec construction de modèles qui soient pertinents, de manière à proposer une prise en charge adaptée, donc qui correspond à l'engagement qui a été le nôtre quand on a fait des études de médecine ou des études d'infirmier, et puis des échanges qui dépassent un peu notre cadre de simple mortel. On en reparlera après pour l'Afghanistan. Je vous ai montré en photo mon camarade Jacques Escarment, qui a été l'artisan de la première mise en musique de stage à Alfusco. Des moyens de simulation ont été mis en place avec l'ouverture de centres, notamment le centre de la Valbonne en 2013, qui sont appelés centres de simulation à la médecine opérationnelle. Il en reste encore quelques-uns. Une partie ont été fermés. Donc moi j'avais eu le privilège de travailler sur Metz. Ce centre a été fermé. Il reste la Valbonne et essentiellement le Césimo du Val-de-Grâce. Tout ce qui a été construit est quelque chose qui est intéressant, qui marche et donc éveille la curiosité de partenaires qui sont face à une situation de combat avec des blessés à prendre en compte. Et naturellement, on est amené à partager nos acquis avec des forts amis. Que ce soit dans le cadre de l'active, ça officiellement, on n'est pas censé le faire, mais où ça se fait sous le manteau, ou plus simplement dans le cadre de personnels comme moi qui ont quitté l'uniforme en tant que médecin d'active ou autres personnels avec une compétence et vont aller conseiller des pays amis. Un certain nombre de mes collègues anciens ont d'ailleurs pris leur canne et sont allés préparer les équipes ukrainiennes ou améliorer les pratiques de nos amis ukrainiens pour leur permettre de mieux travailler. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'ils n'ont pas forcément beaucoup besoin de nous. Donc il y a l'impulsion de départ, et ensuite c'est plutôt nous qui apprenons de ce qu'ils réalisent. Ils sont extrêmement inventifs, tout comme les Russes d'ailleurs. Là, je vous ai mis en photo un train sanitaire.
Alors, ce n'est pas un concept qui est nouveau. Hein. En 14, il y avait des trains sanitaires, mais qui se contentaient de ramener les blessés pour qu'ils soient soignés à proximité de l'endroit d'où ils étaient issus. Là, on est dans un concept qui est très différent, où on va réaliser le déchocage, voire la chirurgie d'un blessé dans un train qui roule. Voilà, donc on est passé... Alors, ça se fait par ailleurs. Hein. Nous, on fait ça dans les avions tactiques. Hein. Enfin, un avion tactique, vous mettez peu de blessés dans un train, vous mettez beaucoup de monde. Donc, c'est la possibilité de transporter un moyen de prise en charge pour ensuite traiter, tout en rapatriant les blessés sur un site qui est un peu moins exposé aux tirs de munitions adverses. Dans le même temps, d'autres moyens sont développés, notamment le fait qu'on expose moins, contrairement à la doctrine précédente où on projetait les couples infirmiers-médecins à proximité immédiate ou même dans la scène de combat, compte tenu du ciblage des personnels de santé par les protagonistes, hein, qu'ils soient russes ou ukrainiens, là il n'en est plus question. Et puis le volume de troupes engagées fait que le nombre de personnel compatible avec une prise en charge qui vaille le coup n'est pas possible hein, sur un front qui fait des centaines de kilomètres, hein, 1200 kilomètres de zone de contact. Et donc le plus pertinent est d'amener des moyens sur la ligne de front. Donc on peut amener des poches de sang avec des drones sur la ligne de front. C'est pas une nouveauté, hein, les Israéliens font ça depuis des dizaines d'années. Hein. Voire même évacuer à partir de la ligne de front les blessés dans des systèmes de drones. Vous avez un modèle de drone avec un brancard et quelqu'un à l'intérieur. Par ailleurs, le service de santé, comme je vous l'ai montré sur la diapo de présentation des différentes valences du service de santé, a la possibilité d'offrir des lits, donc à une offre au profit de la santé publique avec un peu moins de 2000 lits disponibles qui, en fonction de la situation, peuvent être déployés au-delà. Notamment, c'est ce qu'on a vu pendant la crise Covid. Une autre valence est de faire face à un certain nombre de problèmes sanitaires, notamment le risque NRBC, on en parlera après. Le B, le Covid, on peut quand même les rapprocher. La devise du service de santé, bon, vous l'avez sur la diapositive, on n'est pas dans une dimension se servir. On n'est pas non plus dans la dimension savoir-faire et faire savoir, un petit cran en dessous. On est dans la dimension savoir-faire et savoir-être. Donc on est un peu plus en retrait et on paye de sa personne par rapport à ses engagements lorsqu'on a souscrit à une intégration dans la Grande Muette. Bon, j'ai pu participer à des missions de courte durée, je vais passer rapidement. On est plutôt dans de l'échange avec des pays amis, qui d'ailleurs le deviennent un peu moins, enfin je pense au Gabon, et ça c'est un autre sujet. La deuxième partie, donc, elle est plus centrée sur la mission que j'ai réalisée en Afghanistan en 2011, qui m'a particulièrement marqué pour de nombreuses raisons, et qui ouvre une fenêtre sur tout un tas de réalités assez désagréables, dont on est quand même un peu éloigné, alors un peu moins maintenant en France, hein, la réalité internationale et le leadership agressif et pas forcément sympathique d'alliés ou de supposés alliés. Mais on est en train de redécouvrir sur la version amplifiée ce qui existait déjà, je pense aux Américains. Alors l'exercice pendant ce mandat houleux se fait déjà dans une ambiance en dehors de la guerre relativement peu sécurisée. Donc là, vous voyez les conditions de circulation en Afghanistan. Là, vous voyez, c'est un véhicule qui est à contresens, donc c'est un camion à contresens sur une... voilà, donc vous avez ici un véhicule qui a sauté sur un engin improvisé. Enfin, voilà. Donc les conditions, c'est... Bon, alors, après, il y a le cirque de la circulation locale ambiante, qu'on peut rencontrer dans d'autres contrées.
Et l'objectif de la mission était de réaliser un accompagnement sur les équipes médico-chirurgicales de l'hôpital principal militaire de Kaboul, NMH pour National Military Hospital, plus connu pour être le Daoud Hospital, un hôpital extrêmement intéressant sur lequel on pourrait disserter très longuement, un hôpital qui a été monté par les Russes, qui a servi de centre d'interrogatoire, pour ne pas dire plus, pour les Russes, puis le régime suivant. Enfin, c'est très intéressant. Mais on n'est pas là pour parler de cela. Donc la mission était une mission insérée, ce qu'on appelait à l'époque les OMLT, Operating Mentoring Liaison Team. C'est-à-dire vous êtes assimilé à l'armée pour laquelle vous allez amener une formation. Vous êtes intégré dans leurs conditions d'exercice et donc dans leurs conditions de sécurité ou de non-sécurité. Cet hôpital, lors du mandat que j'ai réalisé, qui était le deuxième mandat sur NMH, était marqué par, à quelques semaines de notre décollage pour Kaboul, un attentat qui a été l'objet d'un certain nombre de conséquences lourdes, puisque la collaboration avec les équipes locales a été rendue difficile. Il y avait eu 7 morts, si je ne me trompe pas, et plusieurs dizaines de blessés, des soignants, ce qui a décapité le processus d'accompagnement des équipes afghanes, si tant est qu'accompagnement y est, mais ça c'est un autre sujet. Globalement, cette mission, c'était se donner bonne conscience au niveau politique. Elle est issue d'une discussion entre la poire et le dessert entre deux présidents, que vous verrez à la fin de la diapo, au moment où la décision de s'extraire d'Afghanistan avait été prise avec les troupes de la coalition qui ont commencé à quitter le théâtre afghan. Donc ça a quand même duré 10 ans, l'extraction de l'Afghanistan. Et la caution, c'est on va aider le système afghan dans tel et tel item. L'item, c'était l'item santé, où on était censé apprendre aux Afghans à traiter leurs blessés de guerre. Ça fait quand même relativement sourire, parce que depuis 1979, l'Afghanistan n'a connu que la guerre. Donc si on attend 2011 pour proposer la prise en charge des blessés aux Afghans, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'étapes qui ont été laissées en route. Regardez comme il sourit du bon tour qu'ils ont préparé. Alors les conditions d'exercice, donc NMH, je vous l'ai montré, est ici. Là vous avez des collines. Sur une des collines, un tireur de précision taliban avait été éliminé suite à une dénonciation par les populations locales. Les populations locales ayant été éveillées au risque qu'ils encouraient si jamais un soldat de la coalition avait une mésaventure, et donc ils étaient incités à la délation. Nos sympathiques amis américains ayant proposé, si jamais une telle situation survenait, de balancer quelques bombes sur les collines, faisant abstraction des dégâts collatéraux. Voilà, je connaissais les Américains avant mon séjour en Afghanistan, je les avais côtoyés en ex-Yougoslavie. On comprend facilement qu'ils ne suscitent pas la sympathie des populations locales. Je pourrais vous raconter des tas de choses qui sont assez étonnantes. Pardon. Enfin, je pense que les plus anciens ont probablement le même avis que moi. Bon. Donc, on était basé sur un petit camp américain à côté de l'hôpital qui avait été construit pour supporter le Daoud Hospital. Là, on avait une aire d'acheminement des blessés, une DZ. Et pour se rendre sur le camp, donc on avait une fortification durcie entre la DZ et le camp. On devait se rendre en courant parce que bon, on savait quand même qu'il y avait eu un tireur qui avait été débusqué, que des explosifs étaient susceptibles de pousser sur le trajet. Donc, enfin, on n'avait pas spécialement envie de traîner pour le trajet aller et retour. Et donc, on devait se rendre avec les effets de protection armés sur notre site de travail. L'ambiance dans l'hôpital n'était pas forcément beaucoup plus folichonne. Là, je vous montre l'arme du neurochirurgien chef de service du Daoud Hospital.
appareil susceptible d'être utilisé pour régler des différends personnels, hein. Il y avait eu un échange d'amabilité pour une histoire une histoire sentimentale, hein, entre ce garçon et puis un autre de ses collègues. Mais cette arme, elle est susceptible d'être utilisée contre vous, d'autant que le frère de ce sympathique neurochirurgien avait été à l'initiative d'une tuerie. C'est un pilote d'hélicoptère de l'armée afghane qui s'était agacé du comportement des Américains sur l'aéroport et donc avait gentiment refroidi 8 Américains avant d'être lui-même abattu. Par ailleurs, sur l'attentat survenu juste avant notre mandat, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que le kamikaze était le cousin germain de ce neurochirurgien. Donc vous voyez, l'ambiance est un peu compliquée quand vous arrivez dans ces locaux. Donc on était censé avoir une activité sur leur service de réanimation et sur la partie anesthésie. Alors le service de réanimation, voilà l'entrée. Quand les Russes ont quitté NMH, ils ont arraché tout le système électrique et le système d'alimentation en fluide, en oxygène. Et donc l'alimentation d'oxygène se fait par des obus d'oxygène disposés à l'entrée du service. Et en fait, là, la photo est prise, je suis en train de monter l'escalier d'accès, c'était au premier étage, verrouillé, durci par un cadenas à but de 2 cm sur 2, tenu par des mini-clous. Et donc, on est arrivé directement là. Donc, quand on a un tout petit peu de bon sens, on se dit, bah, j'ai pas envie d'être sympa avec les intervenants. Je monte, je balance une grenade et puis il se passe des trucs, quoi. Hein, vous avez 4, ils sont cachés, hein, il y a 4 obus d'oxygène de 200 litres. Donc, on peut, voilà. Et donc, on allait au travail. Après avoir retiré nos effets de protection, on restait armé. Donc on travaillait par binôme. Là, vous voyez mon binôme, un sympathique guadeloupéen. Et donc on avait chacun notre arme de poing. Donc moi j'avais mon PA avec des balles bonnes de guerre. Alors il y avait pas, elle n'était pas chambrée la première balle, mais elle aurait pu. Et l'un des deux avait un fusil d'assaut. C'est très pratique hein, pour intuber au bloc opératoire, le fusil d'assaut. Très très pratique. L'accueil des malades, donc il y avait essentiellement des malades militaires, mais il y avait également des civils, et la sécurisation de nos zones totalement virtuelle. Hein. À l'époque où j'étais, ils avaient un taliban qui était hospitalisé, qui avait été blessé. La garde du taliban était assez aléatoire. Hein. Voilà. Et par ailleurs, les collègues du mandat précédent avaient cessé toute activité aux urgences le jour où un blessé avec des poches remplies de grenades avait été admis en salle de déchocage. Parce que les grenades, elles peuvent sortir de la poche et être dégoupillées, hein, avec les conséquences que vous imaginez. Même si l'ambiance est un peu compliquée, il ne faut pas oublier quand on est un acteur dans ces pays, surtout quand on a une lettre de mission qui a été... dont la synthèse a été réalisée entre le fromage et le dessert, que vous représentez quand même votre pays. Et donc, il faut essayer, tant que faire se peut, de laisser une image positive, car on sait très bien qu'on ne va pas rester dans ces pays-là. Ça va être nécessaire, parce que bon, on va garder des relations avec ces pays. Et donc, les collègues afghans, dont je pense certains doivent avoir fui le pays, bah, vous essayez de faire en sorte d'être urbain. Donc là, à l'époque où on a fait en sorte que le mandat ne soit pas renouvelé pour des raisons de sécurité, et on a eu raison, je vais vous le montrer après, on a fait en sorte que nos collègues afghans aient de bonnes relations avec nous, expliquant les petits marchandages et la manière de fonctionner nos amis américains qui ont réalisé une forme de chantage. Voilà. Enfin, bon, on avait vécu des choses assez intéressantes. Comme nous, conscients de l'absence d'intérêt de cette mission et du risque couru par les équipes, c'est pas spécialement soi-même, c'est le groupe dans lequel on est inséré qui peut avoir des problèmes. Donc après, on assume. Hein. Personnellement, j'ai fait partie des 2 seules personnes qui ont fait le mandat du début à la fin à aller tous les jours, ou quasiment tous les jours, sur l'hôpital. Je peux vous dire que les 10 autres n'étaient pas mécontents de rester de l'autre côté du camp. Et donc l'image qu'on renvoie est importante. Donc il faut essayer de
de travailler avec les collègues en face et de laisser une bonne image. Donc l'image, c'est la franchise, c'est l'engagement, c'est le courage. Donc, voilà. Donc, moyennant quoi, on arrive à avoir une forme de respect et on arrive à construire quand même des petites choses. Donc on reste dans une forme de cohérence par rapport à la mission dans laquelle on a été engagé. Alors le travail en multinational, c'est compliqué. Donc là, vous voyez grand sourire sur les visages de mes deux collègues américaines. Je peux vous garantir que les relations ont été compliquées. Voilà, donc il a fallu... Ça a été très compliqué. Ça a été un bras de fer. Mais bon, quand on dit ce qui va se passer et qu'on explique que ce qui va se passer a été prévu par les Américains aux collègues afghans, ça facilite les choses. Parce que forcément, si les Afghans ont la lecture des événements à suivre et du comportement des collègues avec lesquels nous étions censés collaborer, je parle des Américains, forcément, ça change un peu les données du problème. Je n'ai pas beaucoup d'affection pour l'armée américaine. Hein. Pas beaucoup d'affection. Là, vous avez une collègue infirmière grecque. Alors là, vous voyez l'Europe sous un autre angle. On pourrait peut-être en parler. Ces personnels venaient, étaient soutiens de famille pour la plupart, n'ont pas été payés pendant des mois. Et lorsque la mission a commencé à être démontée, ont dû payer, avancer de leur poche leur départ en prenant des vols Gulf Air. Alors Gulf Air, hein, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur la liste noire des compagnies dangereuses. Hein. Voilà. Donc ils sont partis de Kaboul par Gulf Air en payant leur billet. Nous leur avions fourni une partie de leur équipement et pour vous dire le dénuement dans lequel ils exerçaient, j'ai beaucoup d'affection pour les Grecs. C'est des gens rudes, mais c'était compliqué à l'époque. Hein. Il y a des gros soucis financiers. Et ils faisaient les zones de stockage des faits usagers américains pour compléter leurs équipements. Voilà. On peut aller un peu au-delà, mais ça, on échangera sur ce point-là. C'était compliqué. Et ils étaient quand même là, et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Donc, respect. Alors, est-ce que le travail dans l'ambiance de NMH était pertinent avec la construction d'un outil? La réponse est non. 2017, deuxième attentat. Officiellement 47 morts selon l'AFP. En réalité, une centaine de morts et essentiellement des soignants. 2021, nouvelle attaque. Donc là, c'était le largage de la Moab sur de la grosse bombe sur Tora. Et là, vous avez l'extraction des forces de la coalition en 2021 avec un nouvel attentat qui a coûté la vie quand même au chef des opérations spéciales de l'armée talibane, le patron de la batterie 313. Quand même, ils ont réussi à tuer le patron de la 313. Pour ceux qui s'intéressent à ça, vous irez compulser sur Internet pour savoir un peu ce que c'est la batterie 313. C'est extrêmement intéressant. Donc effectivement, on a bien fait de partir de ce guêpier. Dans les choses qui sont... donc je vous ai dit qu'on n'est pas dans le faire savoir, le service de santé des armées, on est plutôt dans l'appui et dans la discrétion. Je suppose que vous n'avez pas forcément entendu parler de ce qui s'est passé lors de l'épidémie d'Ebola. Bon, Ebola, il y a quand même eu des milliers de morts hein, sur 2 pays, avec la mise en place de moyens qui ont été armés par le service de santé des armées, avec quelques personnels d'actifs et des réservistes qui sont allés donner la main, en sachant qu'on a une compétence particulière sur les virus hémorragiques, car on travaille sur les virus hémorragiques, comme toutes les armées du monde d'ailleurs, enfin équipées correctement, et que donc l'Institut de recherche bioéthique des armées a des choses à proposer. Voilà. Je suppose que ça, vous l'ignorez. Dans le cadre des crises, on a également un certain nombre de compétences avec la fabrication. Là, je pense à mon ami pharmacien ici, qui doit vraisemblablement savoir tout ça. Le centre d'Orléans qui centralise les achats pour les armées de produits de santé réalise également la fabrication d'un certain nombre de produits. Donc, je vous en montre deux. Un qui est destiné
à limiter les conséquences d'un accident nucléaire en faisant prendre de l'iode pour saturer la glande thyroïdienne et éviter d'être irradié par l'iode qu'on a pu avaler. Donc les stocks d'iode en cas d'accident nucléaire, c'est le service de santé qui les fabrique, l'ADAPSA. Et vous avez une seringue tricompartimentée qui a été la fierté de la pharmacie centrale des armées, qui a été réalisée par un copain pharmacien, le bon docteur Lallemand, qui est un mec super, qui a également, malheureusement, comme beaucoup d'autres, quitté le service de santé, et qui a donc été à l'origine de la seringue tricompartimentée avec de l'atropine, de la pralidoxine pour ceux qui connaissent, et de la vixazone. On est les seuls à faire ça au monde. Alors, la crise Covid, puisqu'on est dans les situations d'exception, effectivement, le service de santé a été contributif à son échelon, à l'échelon d'un système en plein démembrement du fait des contraintes budgétaires. Néanmoins, en projet à ce moment-là d'ouvrir des lits de réanimation notamment, de mettre en place des centres de vaccination, de proposer les moyens d'évacuation avec des avions qui ont pu évacuer des blessés d'un site à un autre pour délester les structures en surcharge et la mise en place de l'EMRSSA dont je vais vous parler tout de suite. Établissement militaire de réanimation du service de santé des armées. Donc je pense que vous avez suivi les événements de 2020, peut-être pas complètement, ça a été un grand moment. J'étais au cœur de tout ce qui s'est passé, je peux vous dire, ça a été passionnant. Donc en pratique, dans le grand dénuement dans lequel nous avons été immergés, un certain nombre de choses ont pu quand même être construites, et plutôt avec bonheur, à partir de ce qu'on avait dans les cartons, donc à l'ADAPSA. On a cherché à voir ce qu'il était possible de monter pour pouvoir appuyer les endroits dans le besoin. En l'occurrence, c'était Mulhouse, hein, où on avait envisagé à l'époque d'ouvrir la patinoire pour y mettre les sacs avec les morts, pour vous dire que ça allait mal. Et donc, on a sur ordre présidentiel, comme précédemment, réalisé quelque chose d'assez extraordinaire avec la récupération d'un moyen pas prévu pour, hôpital militaire de campagne, 150 places, avec, en sachant qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient en charge, puisque la DAPSA s'occupait de fournir les moyens d'évacuation pour les avions, donc le dispositif Morphée, et qui sont les moyens permettant des évacuations sanitaires, sont stockés à la DAPSA, qu'à l'époque, on était au Sahel et ailleurs, et donc il faut fournir en moyens santé ces unités, et que par ailleurs la DAPSA a été en projet de se délester de 5 millions de masques à l'époque où il n'y en avait plus, donc il y avait un peu de travail, quoi, si vous voulez. Et en plus de ça, donc un ordre venant du haut, une injonction est venue pour proposer un moyen permettant de faire face à la crise à Mulhouse. Avec ce qu'on a. Donc la séquence, je vous la fais rapidement. Donc première séquence, c'est qu'est-ce que j'ai? Donc on va dans les armoires, on regarde ce qui est en stock. On monte le matériel pour s'assurer et on le met en charge pour s'assurer que ça ne dysfonctionne pas. Pendant ce temps-là, à Mulhouse, on a commencé à évacuer les blessés en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg. Il a même été à un moment question de les envoyer en République tchèque pour vous dire que ça allait bien. Et donc, ça a urgé, quoi, le fait de pouvoir proposer un outil de délestage pour la structure. Alors, on a des moyens, on les teste, mais après, est-ce qu'on a des personnels pour armer les moyens? Donc là, on fait le tour d'horizon, sachant que des lits ont été ouverts, des lits de réanimation éphémères, qu'il y a un certain nombre de personnels projetés, et donc là, il n'y a pas beaucoup de moyens. Donc on va délester un tout petit peu le dispositif de quelques unités qui vont forger l'armature du système, et puis on va faire appel aux anciens, aux réservistes, et quitte à je pourrais vous parler longuement de ma réintégration comme réserviste contre l'avis de la directrice centrale du service de santé des armées, qui à l'époque n'était pas vraiment ma meilleure copine, puisque j'avais travaillé avec elle à l'époque. Donc on
monté progressivement un dispositif qui a permis d'armer le MRSSA. Et au fur et à mesure que le dispositif a été construit et armé de personnel, on a pu y intégrer des malades. Alors voilà le dispositif, il y a une toute petite vidéo à la fin, je vous montrerai la présentation si on a le temps. Donc 17-18, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça marche? 19, je charge. 20-21, je suis sur la route, parce que Orléans-Mulhouse, avec un GBC 180, ça prend un peu de temps, quoi. Hein. C'est les camions, hein. Ça roule à 80 km/h. Ensuite, on monte le matériel, une travée après une travée, et puis au fur et à mesure qu'on monte le matériel, on teste et on admet les premiers malades. Donc tout ça, c'est fait à flux tendu. Je ne sais pas si vous imaginez la lourdeur de ce que ça représente, hein, et l'investissement des personnels. On n'était pas à 35 heures. Hein. Donc le dernier malade a été sorti des travées le 7 mai pour projeter après nettoyage le dispositif, puisqu'on a raclé les fonds de tiroir sur Mayotte. On va en parler juste après. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on l'a peut-être oublié, mais il y avait des points durs. Sur les ultramarins, donc on a cet endroit-là où on s'attendait à ce qu'il y ait quelques problèmes qui sont survenus après, en 2021, mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Il y avait un autre point dur en Mayotte qui, à nouveau, a fait parler de lui récemment, et on a la Polynésie où on avait également des problèmes. Donc, après avoir raclé les fonds de tiroir, pas que pour le service de santé des armées, ont été projetés sur place des gros bâtiments de la marine permettant de réaliser un socle, des locaux pour accueillir des... C'est pas prévu pour ça, mais comme on est malin, on réussit à se débrouiller. Il n'y a pas que le service de santé qui sait être, les forces, la marine en l'occurrence, sait être aussi. Et comme on n'avait plus de BPC, on a prépositionné des moyens sur le Pacifique avec un A400 qui a été envoyé de manière à pouvoir réaliser au besoin des transferts d'île à île et quelques moyens en matériel. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que donc, nettoyage et envoi au fur et à mesure des moyens à Mayotte, où en fait la situation a été critique, c'est que les moyens de nettoyage bactériologique, c'est le deuxième dragon qui aurait dû être dissous en avril. C'est rigolo, hein? Donc, est-ce que le dragon avait une utilité? Il n'a pas été dissous, hein. Mais ça a été moins juste. Et d'ailleurs, il a travaillé, hein. Donc, les caïmans et autres hélicos qui ont servi à des transferts, il a fallu les décontaminer. Le bâtiment qui a permis de faire des évacuations depuis la Corse, il a fallu le décontaminer. À l'époque, il y a eu une épidémie sur le Charles de Gaulle, il a fallu le décontaminer. Donc, ils ont eu du boulot, hein. Et les dispositifs morphés avec des avions, il a fallu les décontaminer. Alors, si on aura peut-être le temps d'un court échange. On n'a pas le...
Ça a été une vraie aventure. Les conditions de travail, il faisait froid. 12 degrés la nuit, 34 la journée et ambiance de travail 92 décibels en permanence. Je pense que vous avez vu la hauteur de travail dans les tentes. On a dû réaliser quelques adaptations, notamment lorsqu'on a fait des gestes d'endoscopie. Enfin, c'était... Bon, après, on a fait du bon boulot. Enfin, moi, j'ai été épargné. Je n'ai pas œuvré sous les tentes. On a considéré que j'étais trop vieux, pas assez... Donc, j'ai fait d'autres choses. Mais enfin, bon, c'est une vraie aventure. Moi, j'ai monté les structures relais pour évacuer les malades des services de réanimation pour faire de la place et m'occuper du recrutement des collègues civils pour venir en appui de l'hôpital. Bon, c'est une expérience singulière, extrêmement intéressante. J'en ai vu la suite lors d'une deuxième épidémie aux Antilles, là à titre civil, réquisitionnée par le ministère. Et là, j'ai vu le délitement continuant du service de santé, puisqu'on n'a même pas été capable de fournir l'équivalent de l'EMR. Il a fallu qu'on se serve sur la bête localement pour arriver à... Il y a eu quelque chose qui a été appelé l'EMR sur Fort-de-France, mais qui en fait a vécu sur les moyens locaux. Donc le délitement lié aux coupes budgétaires a continué et enfin, ça a été très compliqué. À l'époque, il y avait l'extraction des troupes de Kaboul. Je ne vous cache pas qu'en termes de moyens, notamment aériens, ça a posé de nombreux problèmes. Bon là, le budget de la défense va augmenter, donc ça devrait aller mieux, mais on est au nadir là.